Petite question préalable, combien d'entre vous utilisent au quotidien dans l'accompagnement, attention, pas dans la gestion courante de votre activité, mais dans l'accompagnement, combien utilisent un outil digital? Un? C'est tout? Vraiment dans l'accompagnement, c'est-à-dire que vous mettez dans la main de vos porteurs de projet un outil pour travailler son projet, pour... Oui, oui, quand même, un peu plus. Hormis de l'Excel ou du... voilà, hormis de l'Excel ou du... Voilà, un échange, en tout cas, il y a un outil digital qui est dans la relation avec l'entrepreneur. Ok, donc combien? La moitié? Non. Ouais, pas la moitié, non, non, un petit tiers, un petit quart peut-être même. Ok, donc vaste sujet. Alors, si on parle de ce sujet, nous, donc Pascaline Thiebaud, que je vais laisser se présenter, et moi-même, c'est que c'est au cœur de notre activité chez Vianeo. Donc Pascaline. Alors moi, chez Vianeo, je m'occupe de toute la partie service. Alors c'est quoi le service chez Vianeo? Je fais de la formation et du conseil. En termes de formation, je fais de la formation à la fois pour des accompagnants comme vous et également pour des porteurs de projets. Et j'accompagne aussi moi-même des porteurs de projets dans la construction de leur projet. Et donc Séverine Herlin, j'ai fondé Vianeo en 2008, on a le même âge que Procréa, sur un sujet qui était comment, vraiment ma problématique, c'était comment aider une équipe de porteurs de projets à définir sa stratégie marché qui est la clé de l'avenir, de la viabilité du projet, en faisant en sorte que c'est eux vraiment qui se sentent au cœur de leur stratégie. La problématique, elle était vraiment là. Et il s'est trouvé qu'en travaillant ce sujet avec des porteurs de projets, j'ai rencontré un enseignant-chercheur qui se trouve être aujourd'hui dans la salle d'à côté, c'est le hasard, Dominique Vian, qui travaillait aussi sur ce sujet, qui a fait une thèse et qui a fait émerger une méthodologie. Et donc, cette méthodologie, sa force, c'est d'être une approche systémique, une approche qui pose plein de questions et toutes ces questions sont reliées. Et donc, dès le départ, avec Dominique, on a eu la vision vraiment qu'un outil digital pouvait être au service de l'application de cette méthodologie. Et aujourd'hui, la mission de Vianeo, c'est de fournir cette approche au plus grand nombre, d'où la digitalisation l'aide vraiment, fournir au plus grand nombre pour aider les accompagnants et à accompagner les porteurs de projets pour vraiment développer des projets qui fassent sens pour eux, évidemment pour le monde, sinon il n'y a pas de raison d'être. Donc notre mission, elle est à la fois de s'adresser aux accompagnants pour les aider à professionnaliser les pratiques, tout en permettant à l'entrepreneur, parce que c'est vraiment ça le sujet, de définir au mieux la viabilité de son projet. Voilà. Donc on est toujours dans cette dichotomie de l'accompagnant accompagné et avec le digital au cœur, d'où la demande de Marie-Hélène et Yann d'animer cette masterclass. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de digitalisation, on parle d'humain. Au point de départ de cette digitalisation, le digital, ça a été une formidable opportunité d'innovation dans plein de domaines, notamment dans l'accompagnement. Et on est parti de... Voilà, la logique est partie des besoins. Hein. Aujourd'hui, s'il y a du digital dans l'accompagnement, c'est qu'il y a des besoins au cœur qui font que ce digital a un intérêt. Et ces besoins, ils sont exprimés par des humains. Donc, c'est quoi les besoins qu'on rencontre aujourd'hui? Alors, nous, on est en contact avec des porteurs. Vous aussi, vous n'allez peut-être pas apprendre grand-chose, mais ils nous remontent plein de besoins. Déjà, le premier besoin, c'est qu'au départ, ils savent souvent pas trop comment s'y prendre, par où commencer, comment rien oublier, qu'ils soient au démarrage de leur projet ou des fois quand ils arrivent dans une impasse, qu'ils doivent pivoter. Donc, il y a des vrais besoins dans ce domaine. D'un autre côté, ils ont souvent aussi plein d'infos éparpillées partout. Ils ont plein de documents. Ils ont surtout plein de choses dans la tête avec une charge mentale énorme. Et des fois, ils souhaitent juste se vider la tête. Donc ça, c'est une autre dimension. En plus, ils n'ont pas de temps. Ils ont plein de choses à faire. Et les journées ne font que 24 heures.
Et ils sont aussi très intéressés par confronter leurs idées, confronter leurs projets, confronter leurs idées, en particulier à des experts, hein, avoir du conseil, avoir du feedback. C'est un point qui est important pour eux, sans qu'on leur pique leur idée, ce qui est aussi souvent une de leurs préoccupations. Et on voit bien que par rapport au digital, ça peut poser des questions. Et c'est une question qu'on a très très souvent, hein, au démarrage de nos accompagnements, mais comment ça se passe, voilà, mon idée, si on me la pique, comment on fait? Donc des choses que vous connaissez bien. Du côté de l'accompagnant, on entend aussi beaucoup de besoins. Et en particulier, en fait, il y a un vrai sujet d'arriver à se centrer sur le fond du projet, de ne pas être trop pris par l'enjeu administratif, gestion, d'arriver à apporter de la valeur ajoutée et pour ça aussi de se sentir légitime pour poser des questions. Moi, j'ai souvent entendu de la part d'un porteur la question « Non mais attends, tu veux qu'il m'accompagne, il n'a jamais créé de boîte, donc t'es qui toi pour me poser toutes ces questions ?» Donc il y a un vrai sujet de posture et de positionnement. Ça fera écho à ceux qui ont été à la masterclass légitimité tout à l'heure, hein, c'était au cœur du sujet. Et puis il y a un sujet aussi de gagner du temps, de faire de l'intelligence collective au sein de la structure entre accompagnants pour se passer des dossiers ou réfléchir, etc. Donc ce sujet de partager l'information. Donc un besoin qui est à la fois, et si j'arrivais à le rendre plus autonome pour qu'il travaille mieux en profondeur, moi que j'arrive à me centrer vraiment sur ces challenges et que je lui apporte des réponses, et puis que je passe moins de temps sur ma gestion et peut-être mes KPI ou autres données que je dois faire remonter à la structure, puisqu'ils en veulent. Donc, face à ça, la digitalisation apporte évidemment des avantages et des réponses. Hein, c'est vraiment des solutions qui peuvent être mises en œuvre. Alors, avant de parler de quels avantages, et puis on va parler évidemment des risques et des problématiques que ça apporte, faisons juste un petit tour d'horizon pour s'assurer qu'on a la même vision sur ces outils dont on parle. Donc, on vous propose, donc c'est une slide qui est loin d'être exhaustive. Donc, si vous en voyez qui n'y sont pas, surtout dites-le nous, parce que ça nous intéresse. Hein. On continue à explorer et à en découvrir plein tous les jours d'ailleurs. On les a organisés en 4 grandes parties. Alors, si je prends de gauche à droite, ceux qui seront plus dans du e-learning, des MOOC, de la formation. Donc, Wikiflow, avec son fondateur, président, ici présent. Des live mentors, vraiment sur... Voilà. Ensuite, on va aller vers l'intelligence collaborative, donc qui associe souvent d'ailleurs les e-learning, les MOOCs, la formation, avec le fait de créer une communauté. Je pense à Launch by Station M, Factory Club, qui est ici aussi, où il y a vraiment un sujet de parcours digitalisé à travers des vidéos et puis en même temps l'appartenance à un club. D'autres approches outillées qui sont plus sur le format de formulaire, de canevas à remplir. Donc, on va dire, pas forcément interactif, mais au moins, je rentre l'information dans les bonnes cases et après, j'en ai une synthèse. Et puis, nous, on s'est mis du côté de la co-conception digitalisée, qui est encore une approche assez différente et il n'y en a pas énormément, sincèrement, on n'en rencontre pas beaucoup, où là, l'outil est un support de travail, est vraiment un support d'échange. Et donc, on s'y est mis, ainsi que Supernova, qui est aussi ici présent. Et d'ailleurs, qu'on fait utiliser par à la fois les accompagnants et les accompagnés, parce qu'il est intéressant dans ce travail de co-conception. Voilà. Si vous en voyez d'autres qui n'y sont pas, surtout... Oui. Il y a RCA avec e-création qui est... Comment ? Il y a le logiciel, la suite RCA avec e-création qui est sur la co-conception digitalisée. Sur la partie financière logicielle. Pas que, il y a aussi toute la partie projet en fait. On peut travailler de manière asynchrone avec le porteur de projet, lui il a son accès, il renseigne un certain nombre de parties de blog. Ok, oui, merci. Je veux absolument le rajouter dans le paysage. Alors, ces outils, on va rapidement, parce que vous avez sans doute, vous êtes bien au fait de ces sujets, mais voilà.
Quelques points sur les bénéfices des outils digitaux, mais ça, en général, on est tous assez d'accord et conscients de ce que ça peut apporter. Hein. Bien sûr, la dimension collaborative du digital, ça c'est intéressant. Le côté itératif, la dimension à distance, hein, assez évident aussi pour tout le monde. Le côté aussi suivi, data, statistiques, tableau de bord qu'on peut avoir. Le côté archivage, tout dans un espace unique. La dimension aussi qui force le porteur de projet à formaliser, qui le pousse dans ses retranchements. Le côté autonomie, en lui donnant un outil, et puis la dimension pédagogique, on a vu qu'il y a aussi plein d'outils qui ajoutent cette dimension pédagogique. Donc beaucoup de points positifs pour les outils digitaux dans l'accompagnement, mais aussi, et ça c'est un peu les questions hein, auxquelles qu'on se pose, hein, c'est les dérives et les risques. Hein. Il y a aussi, on se questionne aujourd'hui pas mal aussi sur le digital, avec le premier point qui est la dimension déshumanisation. Le côté je fais seul. Autre risque aussi, c'est le manque de challenge. Hein. Je suis seule face à mon outil, comment je me remets en question. De résultats, si je suis pas, je sais pas bien faire, est-ce que je suis capable de bien obtenir les résultats qui sont attendus. Également le fait que ce soit souvent un cadre standard, comment on prend en compte les spécificités de mon projet, mes spécificités à moi en tant que porteur, hein, je ne suis pas comme les autres. Parfois, l'effet, ce qu'on appelle l'effet baguette magique, hein, les gens qui pensent que presse bouton, ça va tout leur donner, le digital c'est magique, paf, lui il va faire le boulot à ma place. Souvent c'est pas ça, enfin c'est jamais ça d'ailleurs. Le côté parfois un peu fastidieux, répétitif, donc du digital. On a aussi tout un pan de porteurs et puis et aussi des accompagnants hein, qui sont pas à l'aise avec le digital, hein, parfois réfractaires. Hein, on en voit pour des questions d'environnement ces derniers temps. On a eu aussi des points de retour en disant nous pour des questions d'environnement on veut pas être le digital. Contrainte d'accès, quand on utilise un outil digital, il faut être bien équipé en termes de réseau. Enfin, ça peut compliquer la vie. Et puis, des questions de sécurisation. Et ça, qu'est-ce que ça donne, tout ça ça donne effectivement un risque d'abandon qu'il faut gérer, une difficulté d'engagement. Et le dernier point, c'est que dans un outil digital, il ne faut pas se leurrer, il y a toujours un effort d'apprentissage. Je veux dire, n'importe quel outil qu'on existe, il faut se l'approprier, il faut l'adopter. Et ça, au départ, c'est un effort dont on voit les bénéfices plus tard. Alors, comment on peut faire pour profiter de tous ces avantages du digital en surmontant ces dérives et ces risques ? Pas plus tard que la semaine dernière, donc on a un club des accompagnants qui ont été formés à Vienneo et on avait un webinaire et le sujet c'était justement comment j'arrive à embarquer un porteur de projet du début à la fin qui lâche pas au milieu. Donc c'est bien notre quotidien. Donc là, notre analyse en tout cas, c'est d'abord et surtout se dire que l'outil est un support de la relation. Voilà. Il n'a pas une fin en soi. C'est pas parce que j'ai bien rempli les cases que ça y est, j'ai réussi. Donc, c'est vraiment un support. Mais ce support, du coup, le voir comme un support, ça a des exigences de part et d'autre, à la fois pour l'accompagnant et pour l'accompagné. Et puis pour les deux ensemble. Donc la première exigence, c'est qu'il faut bien définir le cadre de l'usage. Et ça, c'est pas toujours bien fait. C'est au départ, c'est de dire je t'accompagne et je vais utiliser un outil. Voilà. Donc pourquoi, comment, bien définir et surtout par rapport à quels enjeux pour toi, parce que il peut se trouver aussi que ça soit pas adapté. Et qu'en fait, finalement, on se dit non. Donc, il ne faut pas chercher à absolument, au chausse-pied, voilà, pousser l'outil. Non, l'outil est facilitateur, l'outil doit être au service de la relation. Et puis, ensuite, donc, autour de ce cadre, le cadre du côté de l'accompagnant, le sujet, c'est vraiment de bien montrer la démarche, mais aussi une parfaite maîtrise de l'outil par l'accompagnant. Ce qu'on voit souvent dans des dérives, c'est qu'en fait, l'accompagnant va se dire « Allez, vas-y, je te file le truc », un peu la patate chaude, et puis
rempli comme il faut. Nous, on a une forte exigence de formation, de certification, parce qu'Aline ne lâche pas les personnes qu'on forme pour qu'elles acquièrent une autonomie et une exigence dans le questionnement et dans le suivi. Donc il faut maîtriser l'outil, et puis plus on le maîtrise, plus on va permettre, le troisième point qui est crucial, d'adapter son accompagnement, puisqu'en fait, ce ne sera plus un sujet, l'outil, ce sera l'accompagnement et le contenu et le besoin. Et du coup, on va dire, toi, je te fais cette étape-là, à ce moment-là, ça, c'est important. Le parcours sera pas un tunnel avec un parcours obligé. Voilà, donc c'est cette exigence, et c'est une marche à monter. Et du côté du porteur de projet, l'exigence, c'est l'engagement dans la démarche. Donc, une fois qu'on a bien défini le cadre et les objectifs, mais cet engagement, il faut savoir qu'il va se faire s'il y a une carotte, évidemment. Donc il faut vraiment des résultats, il faut aussi des quick wins tout au long du parcours. Il y a aussi nous on constate souvent que le porteur se met dans une situation où il se dit ok, je vais où, ça m'apporte quel résultat concret, mais il ne se rend pas compte du chemin et de la valeur ajoutée du chemin parcouru. Donc ça, c'est dur pour l'accompagnant de lui montrer, parce qu'il y a une vraie transformation tout au long du chemin. Et donc, voilà, il faut qu'il comprenne qu'il y a un effort et que ça sera un résultat. Ok, in fine, il aura sans doute un deck bien ficelé, c'est sûr, mais il aura aussi grandi dans tout cet accompagnement. Et donc, d'être vraiment dans une perspective de l'accompagnant va t'aider à progresser. Et le but, c'est pas une copie parfaite. Le but, c'est pas remplir des classes, c'est pas d'ingurgiter des vidéos et des MOOC. C'est d'abord d'appliquer aussi sur ton projet et d'avoir des résultats pour toi. Le résultat, évidemment, in fine, c'est que cet outil qui n'est pas une fin en soi est un tiers de confiance. Voilà. Il est l'externe qui fait passer les messages. Et ça, on le voit, ça a beaucoup de bénéfices. C'est qu'en s'appuyant dessus, il y a la triangulation, qui est un principe chinois très important. C'est de mettre du tiers, parce que moi, j'ai du mal à faire passer les messages personnellement en tant que ce que je suis et ce que je représente, au sujet de la légitimité ce matin. Mais appuyer sur quelque chose de très objectif, de très factuel, qui me dit « tu dois passer par là », il n'y a plus de sujet. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est l'outil. En fait, ça aide à faire passer les messages, en fait. Exact. Et ce qu'on voit comme bénéfice, c'est qu'à la fois l'accompagnant se sent plus rassuré, de poser des questions qui font mal, de cadrer, de forcer, de dire tu dois me répondre à ce moment-là. Il s'est plus impliqué à la fois dans l'accompagnement, et puis il l'a aussi plus actif dans le projet. Et du côté de l'accompagné, vraiment, il y a un sujet de prise en considération, parce que quelque part, on a mis de côté des sujets génériques, en fait. Le questionnement à se poser, la manière de se le poser, tout ça, on l'a mis de côté pour se centrer sur le projet. Et pour moi, le meilleur résultat, c'est quand on a un accompagnant, et on en a eu un récemment, qui nous dit, à la fin de l'accompagnement, la start-up m'a demandé de rentrer au board. Donc ça, c'est génial. Parce que là, il y a eu vraiment... L'autre a dit, mais attends, je ne peux plus me passer de toi, là. Et du coup, plus de compréhension, de fluidité et de pertinence dans cet accompagnement. Mais pour ça, encore une fois, il y a un effort qui est nécessaire. On va vous partager quelques cas concrets, parce que là, je viens de parler justement d'un entrepreneur qui demande à son accompagnant de rentrer au board. Mais on a plein d'autres cas, et je pense que c'est toujours user first, le meilleur moyen d'apporter la preuve. Donc sur des premiers cas des côtés accompagnants, c'est rigolo parce que vendredi dernier, donc on avait un startup manager de l'incubateur The Pool à Metz qui nous disait que l'outil Vianeo, la méthode l'avait vraiment aidé à se rendre légitime
pour faire passer des messages à son porteur. Il parlait d'un porteur en particulier. Un porteur, vous en connaissez toutes, pétri de certitude, qui est persuadé qu'il connaît parfaitement son marché. Et en fait, grâce à la méthode, il lui a fait prendre conscience qu'il y avait des brèches et des points de faiblesse dans son projet. Notamment un point qui vraiment a été déterminant, c'est qu'ils ont pris conscience de l'existence dans l'écosystème du marché qui ciblait d'un acteur qui était vraiment fondamental et que le porteur n'avait pas vu et qui était déterminant pour son projet. Donc là, vraiment un support à la fois pour faire passer des messages, support à sa légitimité. Un cas du côté du porteur de projet, on en a eu plusieurs, alors nous en direct et puis des accompagnants aussi, de porteurs qui décidaient d'arrêter leur projet. Et en fait, ça, c'est génial. Ça, en fait, c'est pas une bonne nouvelle, mais si, parce que quand il le fait avec le sourire et que ça fait et voilà, c'est positif. Et en fait, pourquoi on arrive à ça ? Ça revient à ce sujet du tiers de confiance, qui pose les bonnes questions, qui fait qu'il y a un côté de maïoticien, qui fait que c'est le porteur vraiment qui apporte les réponses et qui cogite et donc très concrètement un cas en tête d'un porteur dans une étape de Vianéo, il y a le sujet de la désirabilité, c'est est-ce qu'il y a des besoins pour ton projet, et donc à la fin d'une session de travail avec le sourire il dit en fait j'arrête. C'est décidé, j'arrête. Je n'ai pas acquis ma preuve de désirabilité, donc il n'y a pas de besoin pour mon sujet. Ça fait pourtant 1 an que j'y travaille et que je me pousse à le trouver, mais je ne le trouve pas. Et là, je viens de réaliser que je ne le trouverai pas. Et il ajoute avec un ton d'humour, mais qui montre que justement c'est positif. Il dit, je vais juste aller ce soir auprès de ma femme, m'assurer que j'ai toujours ma preuve de désirabilité. Un autre cas, donc on parle aussi d'oser poser des questions, les questions qui fâchent, les questions qui font mal. Ça aussi, on parlait de tiers de confiance. La Vianéo démarre notamment par la question du problème à résoudre. C'est quoi le problème que vous allez résoudre par votre projet? Donc, autant dire que des fois, c'est pas facile. Des fois, c'est très facile. On trouve tout de suite avec le porteur, c'est assez naturel. Et puis, des fois, ça va aussi questionner pas mal. On a une autre étape aussi assez cruciale dans Vianéo où on fait qualifier la fiabilité des informations qu'on utilise. Ça aussi, c'est un grand moment de vérité pour les porteurs parce que quand à chaque fois on leur dit « Et là, tu as rencontré des gens ? Et là, non. Et là, tu as fait combien personne. » Et là, on voit en fait s'afficher finalement le document visuellement qui montre que oui, il a fait toute une analyse, mais dans sa tête. C'est le fruit de son intuition, le fruit de ses convictions, mais il n'est pas sorti de son bureau. Donc ça aide à lui dire là c'est bien, mais tu es en train de faire un projet pour toi en gros, dans ta tête. Donc c'est pas comme ça que tu vas trouver des clients. Donc ça aide vraiment. On a un système, et puis ça va lui ressortir sous forme d'alerte. C'est-à-dire que s'il prend pas en compte, on va lui redire à chaque étape attention, là tu continues à avancer dans ton projet, mais rappelle-toi, t'es pas allé sur le terrain. Donc tout ce que tu fais, c'est basé sur tes intuitions. Donc là, ton business model, en fait, comme le début, c'est pas fiable, en fait, c'est juste une hypothèse. Donc, il va falloir aller sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment un grand moment de vérité et une grande aide pour les accompagnants parce que on sait tous faire sortir les porteurs de leur bureau pour aller sur le terrain, c'est pas simple. Côté porteur, une autre anecdote, l'intérêt du digital, c'est de structurer, de pouvoir conserver, de pouvoir revenir sur l'information. Et donc, un porteur de projet, après avoir été accompagné, disait en fait, j'ai enfin rangé ma chambre. Et donc, en rangeant ma chambre, j'ai vu qu'il y avait des trucs qui me manquaient vraiment et c'était super important. Et au contraire, j'ai vu que j'avais des choses qui étaient chouettes et bien. Et en plus, maintenant, à chaque fois que je rentre dedans, voilà, je m'y retrouve. Et puis, je sais quand j'ai des nouvelles choses, je sais où les mettre. Donc, cette idée de structurer l'information, elle peut paraître contraignante, mais le résultat, en fait, est très, très bénéfique pour des porteurs quand on sait la quantité d'informations qui moulinent et qui bougent tellement, tout le temps, c'est tellement itératif. Donc, à un moment donné, qu'ils sachent qu'il y a un espace vivant
qui va leur permettre de déposer leur information, c'est absolument... et un espace partagé aussi avec les accompagnants, c'est crucial. Donc, pour stocker aussi toutes ces informations sur ce sujet, plutôt qu'avoir des PowerPoint, des PDF, des Excel dans tous les coins, on peut tout ranger au même endroit. Côté accompagnant aussi, on a vu, les accompagnants, ils font quand même pas mal d'administratifs. C'est souvent, ils ont souvent le sentiment qu'ils en font beaucoup trop par rapport à l'accompagnement. Et c'est vrai qu'avoir un outil où on peut faire un suivi, on peut rapidement savoir où en sont ces projets, quand est-ce que le porteur s'est connecté la dernière fois, qu'on peut avoir aussi des tableaux de bord qui sont générés en fonction de l'activité avec les KPIs qu'on a définis. C'est aussi d'une grande aide pour les accompagnants. Et ça, c'est un retour qu'on a du réseau d'incubateurs Quest for Change qu'utilise Vianeo dans cette perspective-là pour le suivi de ces projets. Peut-être un dernier exemple sur les porteurs de projets, encore tout assez récent aussi, mais c'est j'ai pu onboarder un nouvel associé où j'ai compris qu'il valait mieux pas que je travaille avec un associé. Là, c'est vraiment ce sujet du tiers de confiance qui c'est pas moi humain qui te dit qui te pose la question, c'est toi, c'est l'outil avec ses bonnes questions. Et donc très concrètement, là, on a eu un cas d'une start-up où ils onboardaient un associé. Ils lui ont dit viens participer aux sessions de travail. Il les connaissait rien encore. Enfin, si ce n'est quand même, ils avaient eu quelques entretiens, bien sûr. Mais le fond du travail, de la stratégie, de la vision, ils ne l'avaient pas du tout encore partagé. Ils ont travaillé 2 heures ensemble. Tout le monde était ravi. En plus, il y a un sujet. Alors, ça vient sur mon deuxième point qui est j'ai compris qu'il valait mieux cesser de travailler avec un associé. C'est qu'aussi, il y a tout ce travail cognitif qu'on fait faire. À un moment, l'outil permet de synthétiser et d'avoir une vision partagée unique. Moi, je dis souvent, en fait, il y a autant de visions que de cerveaux autour de la table, y compris celui de l'accompagnant. Et à un moment donné, il faut qu'on arrive à partager la vision. C'est aussi la force de la visualisation des résultats, bien sûr. Mais c'est aussi la force de la systémique et de la connexion entre toutes ces informations. Et donc, arriver à un cerveau unique et se rendre compte que en fait, non, c'est pas du tout la vision qu'on en a ensemble. Ou à l'inverse, génial, on y va, on est à fond, et voilà. Ça, c'est vraiment un résultat de ce tiers de confiance. Et pour la petite histoire, la porteuse de projet qui a réalisé que son associé qui était avec elle dans les sessions de travail valait mieux qu'elle s'en sépare. C'était un atelier, c'était 2 jours de travail. Elle réalise ça le premier jour, alors qu'elle était bien engagée avec lui. Et donc le soir, elle me dit je ne veux pas créer d'incident diplomatique. Je reviens demain avec mon associé, mais je t'informe juste pour que tu comprennes. Peut-être il y aura des éléments que tu sentiras demain. Ce soir, j'appelle mon avocat pour voir comment je m'en sépare. Voilà. Donc c'était hyper concret, évident. Et il y a un sujet donc je vais conclure là-dessus, à moins que tu en aies encore un cas. En fait, voilà, pour revenir à notre sujet qui est comment laisser l'humain au cœur de cette relation. Pour nous, l'enjeu, c'est vraiment certains de nos utilisateurs parlent de business discernement. C'est un sujet de discernement, je ne sais pas s'il y a des jésuites dans la salle, mais de compréhension, d'appropriation de qui je suis moi pour porter ce projet. Et pour ça, on est dans cette logique cognitive qui, à un moment donné, il faut se poser des questions factuelles, il faut savoir les relier entre elles, il faut savoir représenter cette analyse, et du coup, derrière, on est en capacité de décider. Et l'intérêt, c'est que ce résultat soit vraiment le fruit d'un humain, entre guillemets, qui est l'accompagnant, qui n'a pas d'enjeu pour le projet, si ce n'est de le faire grandir, et de celui qui a les mains dedans. Et ça, je suis convaincue qu'un outil seul ne le fera jamais. D'où vraiment il est juste au service et il faut lui laisser sa bonne place. Donc l'outil digital, vraiment, ça ne se substitue en aucun cas à l'accompagnant. C'est au contraire pour enrichir, pour
compléter son accompagnement, hein. On aime bien parler d'accompagnants augmentés avec un outil digital. Vous devenez des accompagnants augmentés comme la réalité augmentée. Moi, je finirai par 3 conseils. Alors, en synthèse de cette intervention, hein, Séverine a déjà dit certains éléments, mais je vais les récapituler. Si vous voulez bien adopter un outil digital et en gardant cette forte dimension humaine. Le premier point, c'est de bien poser le cadre, bien poser le contrat et le valider avec le porteur. Hein. Pourquoi on utilise cet outil? Quels vont être les résultats? Quels bénéfices il va en tirer? Derrière également, quel effort, quel investissement il va mettre en termes de temps? Voilà, qui dans l'équipe? Ça, c'est important. Il faut surtout être clair et réaliste, surtout pas de surpromesses, parce que sinon, c'est la déception assurée. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, des quick wins, c'est important rapidement que le porteur voit des résultats concret avant la fin du process, hein, qu'il puisse visualiser des tableaux de bord, des choses qui lui donnent, qui lui disent je vais dans la bonne direction et ce truc-là, ça me sert à quelque chose et ça va m'apporter de la valeur. Donc ça, c'est super important parce que c'est vrai que des process peuvent être longs d'accompagnement, ils peuvent être des fois un peu fastidieux aussi dans certaines dimensions. Alors vous allez me dire, ça c'est vrai pour tout accompagnement, ce que je viens de vous dire. Hein, il faut à la fois des quick wins et il faut à la fois bien poser le cadre, mais c'est encore plus vrai dans le cas d'un accompagnement avec le support d'un outil digital. Dans les quick wins, je peux juste rajouter que l'intérêt du digital, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est de visualiser. Donc ça donne des... Et le dernier point, on l'a dit, c'est de bien maîtriser l'outil que vous adoptez pour que, j'ai envie de dire, presque il s'oublie. L'outil, c'est pas une fin en soi, en fait, c'est juste un moyen. Moins on le voit, j'ai envie de dire, mieux c'est, plus on l'oublie. L'outil, il dit comment on y prend, ça veut dire ça donne un fil conducteur et ça laisse toute l'énergie à concentrer sur le projet, puisqu'on n'a pas besoin de se dire mais là comment je m'y prends, comment je vais faire. Non, je suis le fil conducteur et je me consacre à fond dans le projet. Donc important que l'accompagnant maîtrise bien l'outil qu'il choisit pour son accompagnement. Voilà, on va laisser la place aux questions. À vous de jouer. Ah oui, il faut le micro. Ah, zut. C'est pour la vidéo, mais je redirai votre question. Ouais. Donc je répète, connexion avec les outils existants et éviter cette surenchère d'outils de login, mot de passe en tout genre, dans tous les sens, et puis la sécurisation. Donc, autant vous dire ça, clairement, c'est au cœur de notre métier quand on parle on est éditeur d'une plateforme. Donc, en fait, nous, on va vraiment garder ce différenciateur qui est méthodologique. Voilà, et qui est un support à l'accompagnement. Donc, si je vais prendre un exemple, Quest for Change, qui utilise Vianeo pour tout son réseau d'incubateurs. En fait, ils utilisent Vianeo pour tout le process de suivi des projets depuis le dépôt pour un appel à projet, ce qu'ils appellent les starter classes, les étapes, etc. Avec des informations qualifiantes sur, par exemple, les levées de fonds, les nombres. Voilà. Et ça, ils s'en servent pour avoir des KPI. Et ils ont à côté un outil communautaire. Et en fait, il y a juste un lien avec les identifiants. Voilà. Donc aujourd'hui, enfin, moi, je pense qu'il faut que chacun garde bien son différenciateur. Il ne faut pas démultiplier. Il y a quelques métiers importants. Il y a le CRM et le suivi de tout le réseau et de tous les clients, entre guillemets. Il y a le sujet de l'accompagnement. En fait, les deux peuvent aussi se connecter. En fait, c'était la question, c'est-à-dire que les outils aient des usages et des segments différents, ça, ils n'ont pas de mal à le comprendre. Ouais. Ce qu'ils ont du mal à comprendre, c'est la ressaisie systématique des informations. Oui, mais ça du coup, on l'évite. On a un sujet avec Wikiflow où effectivement, il faut qu'il y ait un automatisme. Dès que, et ça on le fait, dès qu'il y a une création de compte sur une plateforme, il y a une création de compte immédiate sur l'autre plateforme. Voilà, c'est ça.
Une petite réflexion là-dessus, parce que c'est au cœur du sujet aussi. En fait, je ne crois pas personnellement à un outil qui fait tout. Non, c'est impossible. Parce que sinon, mais je ne crois pas non plus à 10 outils qui travaillent en parallèle. Et il y a des gens qui sont sur Google Drive, sur Slack, sur WhatsApp, sur je sais pas, un outil comptable, sur Salesforce, exactement et tout. Et ça, c'est beaucoup trop aussi. Et les gens sont perdus. Ce qu'il faut, je pense, c'est arriver à 2-3 systèmes, mais qui communiquent. Parce que s'il y a doublon, il y a erreur. C'est ça. C'est ça. Et du coup, il y a un vrai sujet de définition d'un workflow. Nous, on sait qu'on ne déploie pas une plateforme sans avoir défini un workflow sur papier avec compréhension de qui fait quoi, à quel moment, avec quel document, etc. Pour clarifier tout ça. Et sur le deuxième point de la sécurité, j'ai envie de dire, si on ne s'attelait pas à ce sujet-là, on serait mort. Parce que c'est quand même... On a un client qui est quand même... Donc on a le CEA qui aujourd'hui utilise Vianeo et le CNRS qui est en train de déployer. Et puis des grands groupes qui sont avec des niveaux de sécurisation. On a Technip Energy, on a bossé 1 an avec la DSI pour tout l'audit cybersécurité. Donc j'ai envie de dire, NDA is in our DNA, dans le bon sens. On ne ferait pas ce métier si on ne garantissait pas cet élément-là. Donc voilà. Après, on évolue avec l'état de l'art du marché. On fait en sorte qu'on est bien, en phase. Des plateformes marque blanche, en fait, pour les structures, en fait, le CEA a sa propre plateforme. On a aussi différents hébergeurs. On peut faire héberger la plateforme sur un cloud souverain français. C'est ce qui nous a été demandé justement par des gens comme le CEA. Donc on a des réponses, bien sûr, à ces questions de la sécurité de l'information et de la confidentialité qui sont cruciales dans on l'a évoqué dès le début, c'est crucial et c'est souvent une des premières questions du porteur. D'ailleurs, à ce sujet, les API, puisque vous parliez tout à l'heure des petits outils qui permettent de communiquer entre eux, justement permettent d'éviter le transport d'informations et donc les risques, et donc de sécuriser d'autant plus les plateformes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites. Alors, on n'a pas parlé du libre, je suppose que c'est des enjeux à dire, mais le libre est aussi une solution. Il y a aujourd'hui des outils libres, donc des CRM, des PGI, programmes de gestion intégrée, dans lesquels on peut associer en fait des outils comme cela grâce à des API. Et donc avoir un outil qui permet aux pédagogues d'être complètement dans l'aspect pédagogique et de ne pas du tout s'occuper des aspects CRM, etc. Aux administratifs, n'avoir que l'information dont ils ont besoin sur les émargements, tout ce qui va faire le suivi, sans pour autant rentrer dans l'intimité pédagogique. Donc là, en termes de RGPD, c'est aussi intéressant. Et les API à l'intérieur de ça permettent de ne voir finalement qu'un seul onglet qui est largement suffisant et donc d'éviter les risques de piratage. D'autres questions? Ou des remarques aussi, si d'autres personnes veulent partager leur expérience sur le Donc est-ce que ceux qui n'utilisent pas d'outils ont envie d'utiliser des outils avec cette perspective? Ben oui, on a fait on a posé la question au démarrage et 2 outils dans l'accompagnement. Oui. Pas des outils du quotidien, et ça je pense que tout le monde le fait, mais des outils dans l'accompagnement vraiment support. Alors comme on est digital, mais on est quand même bien conscient et on aime bien le papier, on a quelques éléments papier si ça vous intéresse certains. Notamment le jeu de cartes de la méthode, parce que avant c'est une base de données avec des questions qui se posent. Et d'ailleurs, pour citer c'est Sorbonne Université Pépite, ils font un atelier avec le jeu de cartes avant de mettre les sensibilisations. Et puis on a aussi, alors j'en ai pas beaucoup, mais vous pouvez le télécharger sur notre site internet, le guide des bonnes pratiques de l'accompagnement, de l'accompagnant plutôt. Qui en fait reprend justement ces sujets de posture et de questionnement à chaque étape. Voilà. S'il n'y a pas assez de jeux de cartes, on prend les noms et on pourra vous envoyer les jeux de cartes. Je vais mettre une feuille à disposition pour que vous puissiez noter votre carte. Votre nom et votre voilà. mail, comme ça, on vous...
Merci de votre attention. Pas de questions? Merci.